À peine ma maison remboursée, ma belle-sœur l'a déclarée propriété familiale et a voulu s'installer avec 2 enfants. Nous allons vivre ici, dit-elle, et ma famille a approuvé. Alors, j'ai dit quelques mots qui l'ont fait pleurer. Je m'appelle Aurore et j'ai 34 ans. Je suis juste une femme ordinaire qui adore mettre les mains dans la terre. Je suis obsédée par le jardinage depuis que je suis toute petite. Pendant que les autres filles jouaient à la poupée, j'étais dehors à creuser des trous dans le jardin de ma mère, essayant de planter tout ce qui me tombait sous la main. Mes parents pensaient que ce n'était qu'une phase, mais ça n'est jamais passé. Quand j'ai eu 18 ans, je savais exactement ce que je voulais étudier. J'ai fait des études dans une école d'horticulture et de paysage. Mes parents n'étaient pas ravis. Ils n'arrêtaient pas de me demander si j'étais sûre de ne pas vouloir être institutrice ou infirmière comme les autres filles. Mais j'ai tenu bon. J'ai adoré chaque cours, même les plus ennuyeux sur la composition des sols et les maladies des plantes. Après mon diplôme, j'ai travaillé pour d'autres entreprises paysagistes pendant quelques années. J'ai beaucoup appris, mais j'ai toujours eu l'impression que je pouvais faire mieux. Mes patrons étaient assez gentils, mais ils n'avaient pas la même passion que moi. Ils bâclaient les chantiers, utilisaient des plans de bon marché, prenaient des raccourcis dès qu'ils le pouvaient. Ça me rendait folle. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai décidé de sauter le pas. J'ai utilisé jusqu'au dernier centime de mes économies pour lancer ma propre entreprise d'aménagement paysager. C'était terrifiant. Je n'avais aucune idée si quelqu'un m'engagerait, surtout que j'étais jeune et une femme dans un milieu dominé par des hommes plus âgés. Mais je me suis dit que je n'avais rien à perdre. La première année a été brutale. Je gagnais à peine assez d'argent pour payer l'essence et les fournitures de base. Je faisais tout moi-même, le marketing, la comptabilité, tout le travail physique. Mes mains étaient constamment couvertes de coupures et de callosités. Je me levais à 5 heures du matin et je travaillais jusqu'à la nuit tombée, 7 jours sur 7. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, me demandant si j'avais fait une énorme erreur. Mais lentement, les choses ont commencé à s'améliorer. Mes premiers clients étaient vraiment satisfaits de mon travail et ils ont commencé à me recommander à leurs amis. Le bouche à oreille est essentiel dans ce métier. Je n'étais pas l'option la moins chère, mais je faisais un travail de qualité et j'écoutais vraiment ce que les gens voulaient au lieu de faire ce qui était le plus facile pour moi. À 28 ans, mon entreprise marchait assez bien pour que je puisse me permettre d'embaucher un assistant à temps partiel. Je gagnais un bon salaire et, pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais stable. C'est là que j'ai commencé à penser à acheter une maison. Je louais un minuscule appartement depuis la fac et j'en avais marre. Je voulais mon propre espace, mon propre jardin où je pourrais expérimenter avec différentes plantes et conceptions. J'ai passé des mois à chercher des maisons, mais tout ce qui était décent était bien au-dessus de mon budget. Les prix de l'immobilier étaient fous, et je n'étais qu'une seule personne avec une petite entreprise. Finalement, je l'ai trouvée. Une petite maison en périphérie de Lyon avec un jardin de taille correcte. La maison elle-même avait besoin de quelques travaux, mais les fondations étaient bonnes, et le jardin avait tellement de potentiel. Les anciens propriétaires avaient tout laissé à l'abandon. Des mauvaises herbes partout, des arbustes morts, une pelouse qui ressemblait à un terrain vague. Mais je pouvais voir ce qu'il pouvait devenir. Le remboursement du prêt allait être serré, mais je me suis dit que je pourrais m'en sortir si je continuais à développer mon entreprise. J'ai fait une offre, j'ai retenu mon souffle pendant 3 jours, puis j'ai reçu l'appel me disant qu'il l'avait accepté. J'ai littéralement sauté de joie dans mon appartement comme une enfant. Le jour du déménagement a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Ce n'était pas grand-chose, juste une maison de 2 chambres avec une salle de bain et une cuisine qui n'avait pas été rénovée depuis les années 80. Mais c'était à moi. Enfin, à moi et à la banque, mais quand même. J'ai immédiatement commencé à travailler sur le jardin. Chaque minute de libre, j'étais dehors à arracher les mauvaises herbes, à planter de nouvelles fleurs, à concevoir de petits sentiers et des coins pour s'asseoir. C'est devenu mon obsession. Je travaillais toute la journée sur les chantiers des clients, puis je rentrais chez moi et je travaillais dans mon propre jardin jusqu'à ce que je n'y vois plus rien. La transformation a été incroyable. En 2 ans, j'ai transformé ce terrain mort en quelque chose de magnifique. J'avais différentes sections, un potager, un jardin de fleurs avec des plantes qui fleurissaient à différents moments pour qu'il y ait toujours de la couleur, un petit coin d'herbes aromatiques près de la fenêtre de la cuisine, et même un petit étang avec des poissons. Un jour, en feuilletant le magazine Mon Jardin et ma Maison, j'ai vu qu'ils organisaient un concours pour les petits aménagements paysagers.
Sur un coup de tête, j'ai pris quelques photos de mon jardin et je les ai soumises. Je ne pensais pas avoir la moindre chance de gagner. Je m'imaginais que la compétition serait remplie de paysagistes professionnels avec des budgets énormes et du matériel de pointe. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel qui m'a fait crier de joie. J'avais remporté la première place dans la catégorie des petits aménagements paysagers. Ils voulaient présenter mon jardin dans le magazine et m'interviewer sur mon processus de conception. Je n'arrivais pas à y croire. Mon petit jardin allait être dans un vrai magazine que des gens de tout le pays verraient. Mais même avec ce succès, je n'ai jamais perdu de vue mon objectif principal, rembourser ce prêt immobilier le plus rapidement possible. Chaque euro supplémentaire que je gagnais allait directement au capital. Je ne prenais pas de vacances, n'achetais pas de nouveaux vêtements à moins d'y être absolument obligé. Je conduisais la même vieille camionnette Renault que j'avais depuis la fac. Mes amis pensaient que j'étais folle de vivre si modestement alors que mon entreprise marchait bien. Mais j'avais un plan. Je travaillais 60 heures par semaine, acceptais tous les chantiers que je pouvais gérer, et mettais chaque centime de libre dans ce prêt. Ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où j'avais l'impression de passer à côté de la vie, en regardant mes amis partir en voyage et acheter de belles choses pendant que je mangeais des pâtes au beurre et que je rapiéçais mes vêtements de travail. Mais chaque fois que je me décourageais, je me promenais dans mon jardin et je me rappelais pourquoi je faisais cela. C'était mon rêve, mon avenir, ma sécurité. Maintenant, à 34 ans, j'y suis enfin arrivé. La maison est entièrement à moi. Aucune banque n'en possède plus le moindre morceau. C'est la sensation la plus incroyable au monde. Je savais que je devais célébrer cette étape avec ma famille. Mon frère aîné, Marc, a 37 ans et est marié à Sophie depuis 10 ans maintenant, avec 2 enfants, Léo, 11 ans, et Hugo, 7 ans. Ils vivaient dans un appartement en location exiguë et avaient toujours du mal financièrement. Je les avais aidés en payant leur loyer ces 3 dernières années. Et lors de mes rares jours de congé, j'accueillais souvent Léo et Hugo chez moi. Ils adoraient jouer dans mon jardin, même s'ils causaient plus de problèmes qu'ils n'aidaient. Sophie les déposait et commençait immédiatement à faire des commentaires sur ma maison. Ça doit être agréable d'avoir tout cet espace, disait-elle en regardant mon salon. Les garçons auraient vraiment besoin d'un jardin comme celui-ci pour courir. Je me contentais de sourire et de changer de sujet, mais ces commentaires me restaient toujours en tête. Une semaine après avoir effectué mon dernier paiement hypothécaire, j'ai acheté un gâteau au chocolat coûteux et une bonne bouteille de vin. Le samedi soir était le moment idéal, car mes parents recevaient toujours Marc et sa famille pour le dîner. Je pouvais annoncer ma nouvelle à tout le monde en même temps. Quand je suis entré chez mes parents, Léo et Hugo jouaient déjà aux jeux vidéo à la télévision. J'ai posé le gâteau et le vin sur la table, excité à l'idée de partager ma nouvelle. « C'est pour quelle occasion ?» a demandé ma mère. « J'ai une surprise pour tout le monde », ai-je dit fièrement. Ma mère a fait un geste de la main. « Il faut d'abord manger. » Nous nous sommes assis pour le dîner et, tout au long du repas, Sophie n'a cessé de se plaindre de leur propriétaire qui augmentait le loyer et de l'étroitesse de leur appartement. Mes parents hochaient la tête avec sympathie. Finalement, j'ai réussi à attirer l'attention de tout le monde. Ma nouvelle, c'est que j'ai enfin fini de payer le prêt de ma maison. Elle est entièrement à moi maintenant. La table entière est devenue silencieuse. On pouvait entendre les bips du jeu vidéo des enfants dans le salon, mais personne à table n'a dit un mot pendant ce qui a semblé une éternité. Ma mère a été la première à parler. « Oh, eh bien, c'est bien, ma chérie. » Mais sa voix était plate, comme si elle lisait un script. Marc a juste grogné et a continué à manger. Le visage de Sophie est passé par environ 10 expressions différentes en 5 secondes. D'abord la surprise, puis quelque chose qui aurait pu être de la colère, puis une fausse joie, puis de nouveau la colère. « Eh bien, félicitations », a finalement dit Sophie, mais il était évident qu'elle n'était pas heureuse. « Mais honnêtement, ça ne semble pas juste. Tu n'as pas de mari et d'enfants comme nous. Tu as de la chance d'avoir pu acheter ta propre maison alors que nous sommes coincés dans un appartement en location avec des enfants. » J'ai essayé de rester calme. En fait, je n'ai pas eu de chance du tout. J'ai travaillé incroyablement dur pour créer mon entreprise, acheter cette maison et rembourser le prêt. J'ai tout sacrifié pendant 9 ans. Sophie a soudainement jeté sa fourchette sur la table avec un grand bruit. Tu es de la famille, Aurore. Ça veut dire que ta maison est une propriété familiale. Marc et moi pouvons la réclamer.
J'ai été choqué par une logique aussi tordue et une arrogance aussi pure. C'est ma propriété personnelle. Personne d'autre n'a rien à voir avec ma maison. Mais Sophie n'a pas lâché. Elle s'est mise à sangloter de façon théâtrale et s'est tournée vers Marc. Ta sœur est tellement égoïste. Nous devons penser à nos enfants. Léo et Hugo ont besoin de grandir dans une maison avec un jardin, pas dans cet appartement exigu. Marc a hoché la tête. Elle a raison, Aurore. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je me suis tourné vers mes parents, m'attendant à ce qu'ils me défendent et remettent tout le monde à sa place. Mais mon père a pris la parole. Sophie a raison, ma chérie. Ils ont plus besoin de la maison que toi. Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation. Tu dois penser aux enfants. J'ai ri, incrédule. Et où pensez-vous exactement que je devrais vivre? Eh bien, nous emménagerons dans ta maison, a dit Sophie d'un ton neutre, et tu pourras louer un appartement ou quelque chose du genre. Marc a ajouté, tu gagnes bien ta vie, Aurore. Tu as un revenu élevé. Tu pourras acheter une nouvelle maison rapidement. Puis les trois, Marc, Sophie et mes parents, ont commencé à discuter entre eux comme si je n'étais même pas là. Ils ont commencé à discuter de combien ce serait merveilleux quand Marc et sa famille emménageraient dans ma maison. Ils ont parlé de quelle chambre serait celle de Léo, de comment Sophie pourrait enfin avoir une vraie cuisine, de combien le jardin serait génial pour les enfants. Le salon est tellement plus grand que ce que nous avons maintenant, a dit Sophie avec enthousiasme. Et ce jardin qu'Aurore a construit, les enfants l'adoreraient, a ajouté ma mère. Je suis restée assise là, à les écouter planifier la prise de contrôle de ma vie, de ma maison, de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Ils se partageaient ma maison comme si j'étais morte et qu'ils lisaient mon testament. Je n'en pouvais plus. J'ai frappé la table de la main si fort que les assiettes ont sursauté. Je ne donne ma maison à personne. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. C'est ma propriété, mon travail acharné, mon sacrifice. Ça n'a rien à voir avec aucun d'entre vous. Tout le monde me regardait comme si j'étais folle. Comme si j'étais déraisonnable de ne pas vouloir leur céder ma maison. J'ai attrapé mon sac à main et la bouteille de vin que j'avais apportée. Je n'arrive pas à vous croire. Aurore, assieds-toi, a dit mon père sévèrement. Nous essayons juste de faire ce qui est le mieux pour la famille. Le mieux pour la famille, ai-je répété. Et ce qui est le mieux pour moi? Et le fait que je me suis tué au travail pour ça? Sophie pleurait toujours. Pense à Léo et Hugo. Ce sont tes neveux. J'y pense depuis 3 ans pendant que je payais votre loyer, ai-je rétorqué. Je me suis dirigé vers la porte, mais je pouvais les entendre continuer leur conversation derrière moi comme si de rien n'était. Elle finira par comprendre, j'ai entendu ma mère dire. Elle a juste besoin de temps pour y réfléchir. La maison serait vraiment parfaite pour nous, a dit Sophie, ses larmes ayant magiquement disparu. Je suis sorti et j'ai claqué la porte derrière moi. En montant dans ma voiture, mes mains tremblaient de colère et d'incrédulité. Ces gens, ma propre famille, venaient d'essayer de me voler ma maison. Ils avaient transformé ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie en un cauchemar. Le trajet de retour fut un flou. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation dans ma tête, essayant de comprendre comment tout avait si mal tourné, si vite. Comment mes propres parents pouvaient-ils penser qu'il était normal que je leur cède simplement ma maison? Comment Marc pouvait-il rester là et hocher la tête pendant que sa femme exigeait ma propriété? Dès que je suis rentré, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Appel après appel de ma famille. J'ai ignoré chacun d'eux. Puis les messages ont commencé à affluer. Je ne voulais pas les lire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier une fois à l'intérieur de ma maison. De ma mère, Aurore, tu es très égoïste. La famille passe avant tout. Rappelle-moi. De mon père, ta mère est contrariée. Tu dois t'excuser et faire ce qu'il faut. De Marc, arrête de te comporter comme une enfant. Nous devons en parler raisonnablement. De Sophie, je n'arrive pas à croire que tu fasses passer tes propres désirs avant les besoins de tes neveux. Honte à toi. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Je pensais qu'après quelques jours, ils se rendraient compte à quel point ils étaient fous et s'excuseraient. Mais je me trompais. Pendant 2 semaines, les appels et les messages ont continué. Chacun me mettait plus en colère que le précédent. Ce qui était drôle, c'est que pour la première fois depuis des années, j'ai passé un week-end complètement paisible.
Sophie n'a pas amené Léo et Hugo comme elle le faisait d'habitude. Honnêtement, j'étais soulagé. Je pouvais enfin me détendre dans ma propre maison sans m'inquiéter que des enfants salissent mes sols propres ou cassent accidentellement quelque chose. Mais ma paix n'a pas duré longtemps. Le mardi après-midi, j'étais dans mon bureau en train de vérifier des devis pour de futurs chantiers quand ma secrétaire a frappé à ma porte. « Aurore, votre mère est là pour vous voir. » Mon cœur s'est serré. J'aurais dû savoir qu'elle n'abandonnerait pas si facilement. « Faites-la entrer, je suppose. » Ma mère est entrée dans mon bureau avec son plus doux sourire, celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau et a joint ses mains sur ses genoux. « Je voulais te parler de la situation de la maison. Je pense que tu prends ta décision un peu à la hâte. » À la hâte ? Maman, c'est ma maison. Je l'ai achetée. Je l'ai payée. J'y vis. Il n'y a aucune décision à prendre. Mais Aurore, pense à Marc et Sophie. Ils en ont vraiment besoin. Tu as tellement de succès avec ton entreprise. Elle a fait un geste vers mon bureau. Regarde tout ça. Tu pourrais facilement te permettre d'acheter une autre maison. Je la fixais, incrédule. As-tu la moindre idée de la difficulté avec laquelle j'ai travaillé pour ça? Je ne suis pas parti en vacances pendant 9 ans. J'ai conduit la même vieille camionnette, porté les mêmes vieux vêtements, mangé des pâtes pour le dîner pour pouvoir mettre chaque centime dans ce prêt. Je sais, ma chérie, mais tu es dans une bien meilleure position que Marc et Sophie. Ils ont des enfants à charge. Et moi alors? Et ce que je veux? Et le fait que j'aime ma maison et mon jardin? Le visage de ma mère a pris cette expression têtue que je connaissais depuis l'enfance. Aurore, tu es égoïste. La famille devrait s'entraider. Tu devrais être généreuse parce que tu as tant réussi. Ce mot, égoïste, il n'arrêtait pas de l'utiliser comme une arme. Comme si vouloir garder la chose pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie d'adulte faisait de moi une personne horrible. Maman, j'ai besoin que tu partes. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte de mon bureau. Tu devrais avoir honte de faire du favoritisme avec tes enfants comme ça. Elle a pris son sac à main et s'est levée, le visage rouge de colère. Tu fais une grosse erreur, jeune fille. Cette famille n'oubliera pas comment tu as agi. Tant mieux. Peut-être qu'alors vous me laisserez tranquille. Elle est sortie en trombe et j'ai pu entendre ses talons claquer avec colère dans le couloir. Une semaine plus tard, mon téléphone a commencé à sonner avec des appels de parents à qui je parlais à peine. Ma tante Carole de l'autre bout du pays. Mon cousin Michel, que je n'avais pas vu depuis 5 ans, même mon grand-oncle Henri, que je n'avais rencontré qu'à des mariages et des enterrements. Aurore, ma chérie, ta mère m'a appelé, a dit tante Carole. Elle est très inquiète pour toi. Elle dit que tu n'es pas très gentil avec ton frère et sa famille. Est-ce qu'elle t'a dit qu'ils veulent que je leur donne ma maison? Il y a eu une pause. Eh bien, elle a mentionné qu'ils ont besoin de plus d'espace pour les enfants. Est-ce que tu donnerais ta maison à quelqu'un d'autre, tante Carole? Une autre pause. Eh bien, c'est différent. Ce n'est pas du tout la même situation. En quoi est-ce différent? Elle n'a pas pu répondre à cette question. Aucun d'eux n'a pu. Mon cousin Michel m'a raccroché au nez quand je lui ai posé la même question. Mon grand-oncle Henri a marmonné quelque chose sur le fait de devoir y aller et a mis fin à l'appel. Il était clair que ma mère avait appelé tous nos parents, inventant une histoire sur ma cruauté et mon égoïsme. Elle essayait de monter toute la famille contre moi. La manipulation était incroyable. 2 autres semaines ont passé. Je pensais qu'ils avaient peut-être enfin abandonné quand les appels ont cessé. Je commençais en fait à me sentir de nouveau normal, à me concentrer sur mon travail et à profiter de ma maison en paix. Puis le samedi matin est arrivé. Je me suis réveillé au son de voix fortes et de moteurs de camions devant la fenêtre de ma chambre. Au début, j'ai pensé que l'un de mes voisins déménageait, mais les voix se rapprochaient et devenaient de plus en plus fortes. J'ai enfilé une robe de chambre et je suis sorti pour voir ce qui se passait. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait un camion de déménagement garé dans mon allée. 2 hommes en tenue de travail déchargeaient des meubles et des cartons, et debout dans mon jardin, comme si elle en était la propriétaire, se tenait Sophie, pointant ma maison du doigt et donnant des instructions aux déménageurs. Le canapé va dans le salon, évidemment, disait-elle. Et faites attention avec ces cartons. Ils contiennent les jouets des enfants. Marc était là aussi, ainsi que Léo et Hugo.
Les garçons avaient l'air confus et un peu effrayés, mais Marc se tenait là, les bras croisés, comme si c'était parfaitement normal. Je me suis approché de Sophie, le cœur battant de rage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle s'est tournée vers moi avec une fausse expression innocente. « Oh, Aurore, nous emménageons. J'espère que ça ne te dérange pas que nous ayons commencé tôt. » « Emménager ? Êtes-vous complètement fou ?» Marc s'est approché, essayant d'avoir l'air calme et raisonnable. « Aurore, ne fais pas de scène. Nous en avons parlé. Laisse-nous juste rentrer nos affaires et nous réglerons les détails plus tard. Nous n'avons rien discuté du tout. Je vous ai dit non. C'est ma maison. » Sophie s'est approchée de moi et j'ai pu voir la manipulation dans ses yeux. « Aurore, nous avons résilié notre bail. Nous n'avons nulle part où aller. » Elle a appelé les garçons. « Léo, Hugo, venez ici. » Les enfants se sont approchés, mal à l'aise. « Tante Aurore, » a dit Sophie d'une voix forte et dramatique. « Tu n'oserais sûrement pas mettre tes propres neveux à la rue, n'est-ce pas ?» J'ai regardé Léo et Hugo, puis Sophie. Elle avait ce sourire suffisant sur le visage, pensant qu'elle m'avait acculé. Mais elle avait fait une grosse erreur. Elle m'avait sous-estimé. Je me suis tourné vers les déménageurs et j'ai parlé assez fort pour que tout le monde entende. « Excusez-moi, messieurs. Vous êtes sur une propriété privée sans autorisation. C'est une violation de domicile. Si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police et vous serez tous emmenés au commissariat. » Les déménageurs se sont arrêtés net. L'un d'eux a regardé Marc. « Eh, mec, tu as dit que c'était la maison de ta sœur et qu'elle était d'accord. » « Elle est d'accord, » a dit Marc rapidement. « Aurore, arrête de faire ton cinéma. »« Je ne suis pas d'accord, » ai-je crié. « C'est ma maison et vous n'avez aucun droit d'être ici. » Les déménageurs se sont regardés nerveusement. Ils avaient manifestement déjà été dans des situations comme celle-ci. Sans un mot de plus, ils ont commencé à recharger les meubles sur le camion. « Non, attendez » leur a crié Sophie. « Ne l'écoutez pas. Nous vous avons payé pour déménager nos affaires. » Mais les déménageurs n'étaient pas stupides. Ils voyaient bien que c'était un conflit familial et ils ne voulaient pas en faire partie. En quelques minutes, ils avaient tout remis sur le camion. Sophie était furieuse. Elle s'est mise à me crier dessus, me traitant d'égoïste et de sans-cœur. Marc a essayé de m'attraper le bras. « Aurore, sois raisonnable. Nous sommes ta famille. » Je me suis dégagé. « Sortez de ma propriété. Maintenant. » Sophie n'avait pas fini. Elle s'est dirigée vers ma porte d'entrée et a commencé à la frapper du pied, en criant à quel point j'étais injuste. « J'appelle la police tout de suite, » ai-je dit en sortant mon téléphone. « Vous avez 30 secondes pour quitter ma propriété. » Ça a finalement eu de l'effet. Marc a attrapé le bras de Sophie et l'a éloignée de ma porte. Ils ont fait monter les enfants dans leur voiture et sont partis, Sophie me hurlant encore des injures par la fenêtre. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Mes parents, bien sûr. Je n'ai pas répondu. Ils ont laissé des messages vocaux en colère, mais je les ai supprimés sans les écouter. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Marc. « Tu nous dois de l'argent pour un nouvel appartement. À cause de toi, nous n'avons nulle part où vivre. » J'ai éclaté de rire en le lisant. J'ai répondu par texto, « À partir d'aujourd'hui, je ne vous aiderai plus en rien. Pas un centime. Débrouillez-vous. » D'autres messages en colère ont afflué, mais j'ai supprimé chacun d'eux sans les lire. Quelques semaines se sont écoulées paisiblement. Je travaillais sur un grand projet d'aménagement paysager pour un nouveau centre commercial quand je suis rentré un soir et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Mon magnifique jardin avait été détruit. Des plantes avaient été arrachées du sol. Des fleurs avaient été piétinées. Mes sentiers soigneusement conçus avaient été saccagés. Quelqu'un avait pris une pelle ou quelque chose du genre et avait simplement détruit tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. J'ai presque pleuré en voyant les dégâts. Des années de travail ruinées. J'avais mes soupçons sur l'auteur, mais il me fallait des preuves. Je me suis précipité à l'intérieur vers mon ordinateur portable. J'avais installé des caméras de sécurité autour de ma propriété il y a quelques années après quelques cambriolages dans le quartier. Ma famille ne le savait pas. J'ai visionné les enregistrements de la journée, et ils étaient là, Marc et Sophie, clairs comme le jour.
La vidéo les montrait en train de détruire systématiquement mon jardin, Sophie riant en arrachant mes rosiers primés. J'ai téléchargé la vidéo sur mon téléphone et je suis allé directement chez mes parents. Je n'ai pas appelé avant. Je suis simplement entré. Toute la famille était là. Mes parents, Marc, Sophie et les enfants. Ma mère a levé les yeux, surprise. « Aurore, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je pouvais voir Sophie essayer de ne pas sourire. Elle savourait ma colère. « Quelqu'un a détruit mon jardin aujourd'hui », ai-je dit calmement. Sophie a haussé les épaules avec une fausse innocence. « Oh non, c'est terrible. Il y a tellement de fauteurs de troubles dans le coin de nos jours. » « Oui, il y en a, ai-je convenu. C'est pourquoi je vais à la police pour trouver ces criminels. Surtout que j'ai tout filmé. » J'ai brandi mon téléphone et j'ai lancé la vidéo. On pouvait clairement voir les visages de Marc et Sophie alors qu'ils détruisaient ma propriété. Leurs visages ont blêmi. Mes parents ont fixé l'écran, choqués. « Je vais vous poursuivre tous les deux », ai-je dit. Et je poste cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse voir quel genre de personnes sont mes proches. « Aurore, s'il te plaît », a supplié ma mère. « Ne fais pas ça à la famille. » Ne faire quoi? Ne pas chercher justice pour ma propriété détruite? Ne pas montrer aux gens la vérité sur ce qu'ils ont fait? Marc a finalement pris la parole. « Aurore, nous pouvons arranger ça. N'implique pas la police. Vous avez exactement une semaine pour me payer 3 000 € pour les dégâts, ai-je dit. Si vous ne le faites pas, je porte plainte et je poste cette vidéo partout. Tout le monde saura ce que vous avez fait. » 3 000 €, a haleté Sophie. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Alors vous feriez mieux de le trouver. Vous aviez de l'argent pour résilier votre bail et engager des déménageurs. Débrouillez-vous. Je suis sorti sans un mot de plus. Exactement 7 jours plus tard, j'ai reçu un virement bancaire de 3 000 € de la part de Marc, accompagné d'un texto. Nous ne voulons plus jamais te revoir. J'ai ri, comme si moi je voulais les revoir. Cela fait quelques mois que tout cela s'est passé. J'ai utilisé l'argent pour restaurer mon jardin, et il est plus beau que jamais. Mon entreprise prospère. Je gagne bien ma vie et j'ai enfin la paix dans ma vie. J'ai entendu par des amis communs que Marc et sa famille ont emménagé chez mes parents. Apparemment, ils sont tous malheureux, se plaignant de l'étroitesse d'une maison de 3 chambres pour 6 personnes. Mes parents sont constamment stressés par les dépenses supplémentaires, et Sophie rend tout le monde fou avec ses exigences. Mais honnêtement, je m'en fiche. Parfois, je m'assois dans mon jardin le soir, à regarder le coucher de soleil et à écouter les oiseaux. Je pense à combien les choses auraient pu être différentes si ma famille avait simplement été heureuse pour moi. S'ils avaient célébré mon succès au lieu d'essayer de me le prendre. Mais ensuite, je réalise que je suis mieux sans eux. Je préfère être seul dans ma belle maison que d'être entouré de gens qui ne me voient que comme une source d'argent et de choses gratuites.